en visio, en grande partie en ligne, et puis certaines personnes que vous voyez normalement sur l'écran Emeline FTES, je ne sais pas si on vous voit tous, mais en tout cas qui sont au 108. Ce temps d'échange donc sur la thématique faciliter l'installation en agriculture durable avec l'économie sociale et solidaire, levier pour les collectivités territoriales, s'inscrit dans le cadre du programme Tresson. Tresson pour territoires ruraux, économie sociale et solidaire, outils nouvelles synergies, coporté par l'AVIS et le RTS en 2024-2025, qui visait, je reviendrai un peu plus en détail sur le programme Tresson, mais qui visait à creuser la question de la place et du rôle possible de l'économie sociale et solidaire dans les enjeux d'actualité de l'agriculture en France. Ce programme Tresson d'un an seulement fait suite à un premier programme Tresson porté là aussi avec par la VIS et le RTS de 2018 à 2022, occasion qui a été pour nous d'explorer la place de l'économie sociale et solidaire dans les territoires ruraux et pour répondre aux besoins des territoires ruraux et de leurs habitants, avec tout un ensemble de ressources produites à cette occasion. N'hésitez pas, si le sujet vous intéresse, les ressources sont en ligne. Et donc, 2024-2025, dans le cadre d'un appel à projet du RNAR, Réseau national agriculture et ruralité, nous avons été lauréats pour un an sur ESS, agriculture et ruralité. Je reviendrai dessus. C'est dans ce cadre qu'on a réalisé ce guide que nous allons vous présenter aujourd'hui. Donc là, nous sommes ensemble pour une petite heure et demie. Nous avons, dans le cadre de cette rencontre hybride, à la fois l'occasion de vous présenter ce guide et les leviers d'action que nous y avons mis en évidence et des retours d'expérience d'acteurs, de réseaux, de structures et de collectivités territoriales de la région Centre-Val de Loire. Vous les voyez normalement qui s'affichent à l'écran, mais nous aurons les témoignages de Bruno Coeur, qui est le maire de Boux, de Céline Sens, qui est coordinatrice et co-directrice de la SIAP Centre-Val de Loire. Chacun et chacune auront l'occasion de préciser ce que font leur structure hein, ou leur collectivité. Bernadette Vallée, qui est éleveuse au vin à Ide, et Vincent Touzeau, qui est éleveur en polyculture et qui développe une ferme pédagogique à Tigy, qui sont tous deux administrateurs de l'ADR 45. Je vous redirai, je vous réexpliquerai le déroulé ensuite. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'alterner présentation du guide que l'on a réalisé et témoignage. Bien sûr, les participants, que ce soit sur place ou à distance, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, pour ceux qui sont en ligne, en tout cas, dans le chat, j'en ferai le relais. Si c'est par exemple un intervenant spécifique ou sur un sujet spécifique, je les relayerai. Et en ligne, du coup, je donne le rôle à Émeline ou Benjamin, qui sont tous deux de l'équipe du RTS, pour organiser les éventuelles demandes de questions ou même de témoignages, hein. Ça peut vraiment être intéressant d'avoir, vous, vos expériences, si ce qu'on évoque fait écho à certaines actions que vous avez menées. Voilà, l'idée, c'est bien sûr de pouvoir les partager. Alors, le programme Tresson, je le disais, un programme d'un an coporté avec la vie. Je reviendrai juste après sur le partenariat autour de ce programme, mais avec finalement trois axes approfondis. La question de l'installation et du renouvellement des générations en agriculture durable avec l'économie sociale et solidaire. Le sujet de l'emploi et notamment de l'emploi inclusif dans le monde agricole et le rôle possible des structures de l'ESS par rapport à cet enjeu. Et un troisième axe qui s'inscrit plus dans la poursuite du premier programme Tresson, mobiliser l'économie sociale et solidaire pour favoriser l'attractivité ou l'habitabilité. C'est un des sujets qu'on a pu voir lors de notre séminaire de clôture Tresson le mois dernier, l'habitabilité des territoires ruraux et la transition écologique dans ces territoires.
Sur ces trois axes, autour de ces trois axes, pardon, nous avons associé un partenariat solide avec, vous le voyez, déjà le cadre hein, de cet appel à projet Animera, donc porté par le Réseau national agriculture et ruralité, et avec en copilote l'ANCT Région de France, et puis dans nos acteurs nationaux, ESS France et des CRES, Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, et notamment les chambres régionales de l'ESS Occitanie, Bretagne et Pays de la Loire, la FNCUMA, le réseau Famille Rurale, l'ensemble des réseaux membres d'Impact, mais aussi l'Association des maires ruraux de France, la NPP, l'Association nationale des territoires de projet, la Banque des territoires, la Fondation RTE, la MSA, enfin voilà, un ensemble de partenaires associés autour de ce programme sur un an avec vraiment l'ambition, sur les trois axes que j'évoquais tout à l'heure, de favoriser l'interconnaissance. Car finalement, même si ça peut sembler étrange, ben, les réseaux qui travaillent sur les territoires, sur l'accompagnement aux porteurs de projets de SS généralistes et ceux qui travaillent sur les territoires sur l'accompagnement des porteurs de projets en agriculture durable, sont des acteurs qui sont extrêmement complémentaires et c'est vraiment des choses qu'on a pu pointer et souligner pendant cette année de programme Tresson, mais qui ne se connaissent pas toujours sur les territoires. Alors bien sûr, ça dépend des territoires et il y a au contraire des territoires où il y a des coopérations fortes, mais voilà, donc c'était vraiment l'ambition de favoriser l'interconnaissance, de mettre en exergue ensemble les complémentarités possibles des acteurs de l'ESS généralistes, on va dire, et des acteurs de l'agriculture durable, et de voir comment l'économie sociale et solidaire peut répondre aux enjeux d'actualité de l'agriculture durable. Alors peut-être avant de rentrer plus précisément dans le guide hein, qu'on va vous présenter aujourd'hui, vous dire que finalement, une des convictions partagées par l'Avis et le RTES, c'est que le programme Tresson a permis de confirmer, c'est que l'économie sociale et solidaire dispose d'atouts essentiels, indéniables, pour répondre notamment aux enjeux, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, du renouvellement des générations en agriculture durable. Alors pour plusieurs raisons, et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir tout au long de cette visioconférence. D'une part parce que l'économie sociale et solidaire propose des cadres collectifs d'exploitation qui correspondent aux aspirations des nouvelles générations d'agriculteurs ou d'agricultrices, que des structures de l'ESS, en mobilisant les fermes citoyennes et en concevant la terre comme un commun, répondent aussi à un certain nombre d'enjeux en termes de transmission des fermes, et notamment du foncier, mais transmission en règle générale, que elles expérimentent des nouvelles formes d'accompagnement, notamment en s'appuyant sur le compagnonnage, qu'elles favorisent la diversité des exploitations, la biodiversité, qu'elles prennent en tout cas en compte l'impact des activités sur l'environnement et sur la santé. Et que de façon générale, elles s'appuient sur le territoire et sur le collectif. Et voilà. Donc c'était cette conviction partagée de départ qui a vraiment pu se confirmer au fur et à mesure du programme Tresson. Alors, le guide Faciliter l'installation d'agriculture durable avec l'économie sociale et solidaire, levier pour les collectivités, c'est l'un des livrables, en tout cas des productions issues de cette année de travaux. On en a produit collectivement avec la VISE cinq productions spécifiques et tout un ensemble aussi de repérage d'initiatives, de mise en exergue d'actions sur les territoires, de projets que vous pouvez retrouver dans ces publications sur les sites de la ville du RTS ou en vous inscrivant à la newsletter Tréson. J'aurai l'occasion de remettre les liens après dans le chat. Et donc, ce guide, en fait, là, on s'est vraiment centré sur les leviers d'action possibles des collectivités territoriales en s'appuyant, d'une part, sur les comités de pilotage et les groupes de travail qu'on a réunis tout au long de l'année avec la VISE,
mais aussi sur les échanges sur la thématique à l'occasion de 4 clubs régionaux des collectivités territoriales engagées pour l'ESS, co-organisés à chaque fois dans 4 régions différentes avec les CRES, Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, un en Provence-Alpes-Côte d'Azur, un en Auvergne-Rhône-Alpes, un à cheval sur les régions Bretagne et Pays de la Loire, et un autre en Île-de-France. Et donc, les échanges de ces clubs, les échanges de nos travaux nous ont amenés à produire ce guide qui s'appuie sur quelques fiches, on va dire, introductives. Qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire? De quoi parle-t-on quand on parle d'économie sociale et solidaire? Euh, une fiche qui met en exergue que l'économie sociale et solidaire est finalement un acteur très présent déjà et très important de l'installation en agriculture durable. Une infographie qui synthétise les leviers d'action des collectivités territoriales selon leur niveau de compétence. Et ensuite, une dizaine de fiches qu'on aura l'occasion, pour certaines, d'explorer un peu plus aujourd'hui. Elles s'affichent là à l'écran. Je ne vais pas forcément toutes vous les lister, surtout qu'on y reviendra sur certaines d'entre elles. Mais avec à chaque fois, autour de ces leviers d'action, 6 types d'actions possibles et surtout des illustrations qu'on a cherché à être le plus diverses possible, à la fois en termes de type de territoire et de type de collectivité que ces illustrations impliquent. Donc en ayant vraiment à chaque fois des exemples de, de participation des communes, des interco, des départements et des régions dans le soutien à l'installation en agriculture durable sur différents axes. Mais nous y reviendrons. Alors voilà, je ne sais pas du tout à quel point vous voyez bien cette infographie. J'imagine que c'est quasiment illisible, mais voilà, ça vous donne juste un aperçu de cette infographie qui vient vraiment sur différents leviers d'action, mettre en évidence les leviers et les points d'appui des différents niveaux de collectivité territoriale, sachant que ce qui ressort de nos échanges, c'est qu'en fait, de plus en plus, les collectivités territoriales s'emparent de cette question du renouvellement des générations et de l'installation en agriculture durable, que c'est assez récent, mais qu'en tout cas, de plus en plus, elles s'en emparent, et que comme point d'appui, finalement, bah, il y a une diversité de points d'appui. C'est la question environnementale, la question de la vie économique, la question de la santé, la question de l'alimentation. En tout cas, les collectivités, en fonction de leurs compétences, disposent d'un certain nombre d'appuis pour intervenir en matière d'agriculture durable et d'installation, d'accompagnement en installation en agriculture durable. Et donc, c'est vraiment ça qu'on a essayé de mettre en avant dans ce guide, des leviers d'action très concrets. Voilà, donc pour démarrer, je vais tout de suite ensuite arrêter mon partage pour vraiment qu'on voit bien les personnes qui interviennent. Mais je voudrais, dans un premier temps, je voulais donner la parole à voilà, deux types d'acteurs, 2 acteurs de l'agriculture durable, Centre-Val de Loire. Je vais les laisser se présenter davantage. Bernadette Vallée, donc, qui est notamment du réseau ADR 45, et Céline Sens de la SIAP Centre-Val de Loire. Mais Bernadette, je vous laisse la main et j'arrête tout de suite mon partage pour que vous puissiez partager ce que vous souhaitiez partager. Parfait. Merci beaucoup. Donc oui, juste un petit mot. Donc moi je suis éleveuse d'ovins donc en race solognotte en pleine Sologne. Voilà. Donc il y a un peu de cohérence. Et je suis membre du réseau de l'ADR 45 et puis au niveau régional aussi plutôt sur les questions de moutons encore une fois. Je vais, sur le temps qui m'est imparti, rapidement présenter ou faire quelques focus sur ce que c'est que l'ADR 45 et surtout l'esprit dans lequel on évolue au niveau de cette association 1901 qui fait partie d'un réseau régional et d'un réseau national, bien entendu. Donc ce qui nous représente et ce que l'on aime bien faire mettre en avant, c'est cette fameuse fleur que vous avez certainement déjà rencontrée,
Autour de cette fleur, plusieurs activités, nos axes principaux sur lesquels on souhaite développer nos actions. Je vais pas les développer une par une. L'idée générale, c'est surtout de travailler plus avec la nature que contre la nature. Donc voilà, quand on a des problèmes d'eau, nos paysans, ils sont pas à chercher une solution via l'irrigation, mais plutôt d'autres moyens. Un très fort fonctionnement de réseau en interne, c'est-à-dire c'est vraiment ce qui m'a marqué aussi quand je suis arrivée dans cette association, c'est la grande solidarité entre les paysans de ce réseau-là, ce qui est vraiment très marquant. Une très forte imbrication aussi avec d'autres réseaux qui partagent les mêmes valeurs. Bon, on peut quand même citer Terre de Liens, par exemple, les GAB. Voilà, on partage aussi beaucoup de valeurs avec d'autres associations. Et là aussi, ça permet de tisser un très fort niveau relationnel en fait avec tout le monde. Et puis aussi, ce qui m'a marqué quand je suis arrivée à la DEAR, et là, je voudrais un peu insister dessus aussi, c'est le partage, le grand sens du partage. C'est-à-dire que dans ce réseau-là, quand on a des choses en trop, ce qui peut arriver, trop de temps, ben, on en donne aux autres. Trop de terre, ça peut arriver, ben, on en donne aux autres, on partage. Trop de produits, ben, on partage. Trop de clients, on partage. Trop de travail, on le partage. Voilà. Et c'est vraiment ce sens du partage qui m'a beaucoup marqué. Voilà, et c'est la fameuse pétale répartition que je trouve très très importante. Et puis en ce qui nous concerne pour la thématique de cet après-midi, le côté transmissibilité qui est également très très fort, c'est-à-dire que ce réseau de paysans, il s'axe sur le fait qu'il est un acteur très temporaire au sein du monde agricole. Donc son rôle est de préserver les sols, préserver son environnement, mais préserver aussi les liens, travailler avec un réseau très local et mettre en place des outils qui soient transmissibles. Donc le côté transmission, bah, c'est transmettre ses savoirs, transmettre son expérience, mais c'est aussi avoir une ferme transmissible. Donc pas des fermes avec des gros investissements, pas de fermes avec de gros moyens, des fermes qui permettent à de nouveaux accédants bah, de faire partie de ce monde-là assez facilement. Et au niveau de l'association, ça se traduit au niveau du Loiret avec, par exemple, sur l'association, sur les 56 et quelques adhérents que nous sommes, il y a 50% à peu près, il y a moitié de paysans qui sont installés, mais il y a aussi moitié de porteurs de projets et de citoyens. C'est-à-dire que l'association s'imbrique au sein de la société civile de façon assez étroite, ce qui permet aussi de développer plus facilement des circuits courts et aussi de construire des chaînes de solidarité avec des non-paysans. Ça, c'est un point qui est aussi très, très important pour nous. Pour donner quelques chiffres à nouveau, au niveau de la DR45, il y a en moyenne sur l'année une trentaine de porteurs de projets qui sont rencontrés, ce qui est quand même assez important pour une soixantaine d'adhérents de pouvoir aider c'est une trentaine de porteurs de projets. Et puis, bon, là, les chiffres sont assez proches d'avec d'autres organismes. Il y en a sur ces 30 porteurs de projets, 10% environ qui s'engagent dans un parcours installation. Sur le côté transmission aussi, pour notre association peut-être qui peut être considérée comme modeste, mais qui finalement arrive à des résultats intéressants. Il y a une dizaine de cédants, de projets de transmission par an. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très concret aussi. Euh, on a des groupes aussi en termes d'animation, des groupes d'échange qui fonctionnent très très bien, bon, bah, notamment dans le cadre de l'élevage, voilà, mais pas que. On a aussi un groupe femmes qui fonctionne plutôt pas mal. Et puis par rapport à ce fonctionnement en réseau un petit peu plus élargi, à savoir aussi qu'on fait partie de l'animation, qu'on est impliqué dans l'animation des PAT.
que l'on souhaite développer ce volet-là, notamment avec un axe social, avec le montage actuellement d'un projet euh, pour demander une subvention dans le cadre du CAPASO, et puis un projet qui serait complémentaire avec qui s'appelle Mieux manger pour tous. Donc là aussi, le lien que l'on souhaiterait un petit peu plus renforcer entre les paysans producteurs d'alimentation et puis le volet social et bien sûr solidaire de l'aval de la filière alimentaire. Donc ce lien avec les citoyens, il a toujours été assez fort et c'est vraiment quelque chose sur lequel on va certainement développer plus d'actions dans l'avenir. Voilà en quelques minutes. J'espère que j'ai pas été trop rapide, mais voilà, si vous avez des questions, bien sûr, on est complètement disponible. Vincent va développer après moi un peu plus tard dans l'après-midi, quelques exemples, quelques cas concrets justement pour illustrer mes propos. Mm. Et en lien avec des collectivités. Ben, merci beaucoup en tout cas. Bernadette, effectivement, n'hésitez surtout pas voilà, poser vos questions ou réagir. Et du coup, pour l'instant, je ne vois rien, donc je vais proposer à Céline Sens de nous présenter la SIAP. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je suis directrice de la SIAP Centre Val-de-Loire. Hop, je vous partage rapidement. Voilà. Est-ce que ça le fait? Voilà, très bien. Donc nous sommes une société coopérative d'intérêt collectif, une SIC, Société Anonyme à Action Simplifiée, qui a été créée en 2018, notamment par le réseau des ADR. Les ADR de la région Centre ainsi que les confédérations paysannes de la région Centre sont membres fondateurs de la SIAP. Et on a été créé, en fait, on porte deux activités principales. En fait, notre objet, c'est de mettre en place des outils qui favorisent l'installation progressive, en tout cas, de personnes non issues du milieu agricole la plupart du temps. Donc, on a été créé pour porter deux outils qui sont de la formation professionnelle longue. Donc, on porte une formation qui s'appelle le stage paysan créatif, j'y reviendrai après, ainsi que du test d'activité. Nous sommes une couveuse agricole et coopérative d'activité et d'emploi. Et donc, on a été créé parce qu'on a fait le constat au sein des ADR, ça faisait une dizaine d'années qu'on faisait de l'accompagnement à l'installation agricole en lien avec nos partenaires du réseau Impact, Terre de Liens, Accueil Paysan, etc., les CIVAM. On a fait le constat que les publics que nous accompagnons ne se retrouvaient pas dans les parcours à l'installation classique euh, du fait qu'ils n'étaient pas eux-mêmes ancrés dans le territoire, ancrés dans la profession, ils n'avaient pas ou peu de réseau en s'installant et peu d'expérience, ainsi que peu de capital. Bref, tout ça faisait que une formation d'un an ou deux avec 9 semaines de stage et 8 jours de formation en chambre d'agriculture n'était pas du tout suffisant pour qu'ils se sentent suffisamment armés ni légitime, ni expérimenté pour se lancer dans l'agriculture. Et on se retrouvait avec des gens, parfois, quelques années plus tard, en grande difficulté. Et on a d'abord commencé à se tourner vers les couveuses. En fait, la formation, on en faisait déjà. On faisait des formations plutôt à l'émergence. Donc ça, on savait faire. Mais ça restait de l'émergence. On a commencé à mettre en place des stages dans les ADR, je pense en 2014-15, des stages en exploitation agricole. Et puis, on s'est rapproché des couveuses généralistes, avec qui on a travaillé plusieurs années avant de se rendre compte que la limite de l'opération, donc les couveuses généralistes, ça permet de tester son activité sans créer son entreprise en étant accompagné sur cette phase de lancement qui peut durer jusqu'à 3 ans. On s'est aperçu que en agriculture, il faut un peu de moyens pour investir dans un outil de travail et que les gens s'endettaient personnellement pour acheter une serre, un peu d'irrigation, etc. Et en plus, les couveuses généralistes n'étant pas du tout spécialisés dans l'agricole, ils se retrouvaient à faire des formations sur le RSI, enfin sur des choses complètement inadaptées à leurs besoins en vue d'une installation agricole. Donc, on s'est tourné vers nos voisins des Pays de la Loire qui avaient une SIAP depuis 2012, donc créée par le même réseau Impact local en Pays de la Loire, qui, eux, portaient cette formation longue, donc le stage paysan créatif, et
et du test d'activité agricole avec de l'investissement. Et donc, on a eu toute une phase d'études préalables où tout le réseau a été très mobilisé, hein, salariés, paysans, partenaires, pour imaginer la structuration de cette coopérative. Aujourd'hui, on a 134 sociétaires, dont quasiment tout le réseau Impact, beaucoup d'agriculteurs du territoire, des citoyens, des associations environnementales, des AMAP, des entrepreneurs que nous hébergeons. Voilà. Et donc, on porte toujours cette fameuse formation qui a depuis été déposée au répertoire spécifique de France Compétences, donc qui aujourd'hui donne un certificat qui est reconnu, qui dans certaines régions donne droit à la DGA, ce qui n'est pas encore le cas chez nous, mais c'est une formation d'un an qui permet de faire beaucoup, beaucoup de terrain. En fait, on rassemble les gens entre 40 et 50 jours selon les parcours qu'ils choisissent. Il y a une partie qui est modulaire un peu à la carte pour aller plutôt sur des thématiques liées à l'entrepreneuriat. Et le reste du temps, ils sont en stage sur des fermes du territoire et on met en place également, enfin, ils doivent mettre en place, ça fait partie des objectifs de leur formation, ce qu'on appelle un groupe d'appui local qui réunit des citoyens, des élus, des agriculteurs, des partenaires locaux, etc., en vue de leur installation pour constituer autour d'eux un premier réseau de soutien avant leur installation. Voilà, et en plus, du coup, nous sommes financés, mais j'y reviendrai plus tard dans l'après-midi, par le Programme régional de la formation professionnelle. Donc, ils ont un statut de stagiaire de la formation professionnelle, ce qui leur permet d'être rémunérés soit par Pôle emploi, soit par la région pendant la durée de leur formation, ce qui facilite quand même les choses. Voilà, et le test d'activité, donc on porte juridiquement l'activité 1 à 3 ans. La personne a d'abord un contrat commercial avec nous, c'est un contrat type qui existe dans les couveuses de France. Et donc, on va les accompagner, on va faire leur comptabilité, une énorme partie de leur administratif, pour qu'ils puissent se concentrer, eux, sur la production, la mise en place de leur outil de travail et la commercialisation. Et on va les faire monter petit à petit en compétences plutôt les compétences entrepreneuriales, encore une fois, hein, c'est la partie enfin, en tout cas, c'est pas pour ça qu'ils se sont lancés dans l'agriculture en général, c'est plutôt pour le retour à la terre, être son employeur, son propre chef, etc. Mais ils sous-estiment la plupart du temps, en tout cas, eh bien, le temps qu'ils vont passer à faire des démarches, à piloter leur entreprise et l'importance de la compréhension de leurs documents comptables notamment. Donc, c'est plutôt sur ces compétences-là qu'on va les accompagner pendant plusieurs années, jusqu'à soit qu'ils deviennent salariés de leur propre activité chez nous, puisqu'on est une CAE. Ils peuvent être et sociétaires, du coup, salariés associés à la coopérative de leur propre activité, soit s'installer. Voilà. Merci beaucoup, Céline, et Bernadette, pour vos présentations qui, je trouve, illustrent tout à fait voilà, ce que je disais rapidement en introduction et ce que je veux vous partager tout de suite. Alors, en tout cas, notamment sur l'expérimentation et l'innovation en parcours d'installation, de formation, de compagnonnage et via le collectif. Un focus rapide sur une des fiches, je disais du guide tout à l'heure, sur vraiment l'économie sociale et solidaire, un acteur majeur en matière d'agriculture durable. Nous avons déjà eu quelques illustrations qu'on retrouve d'ailleurs dans cette fiche. Ce qui est important de dire, c'est que, alors je ne sais pas, d'ailleurs, ce serait intéressant d'avoir votre avis côté ADR et SIAP, je pense que c'est différent, mais côté ADR, c'est que ce sont des réseaux qui ne se reconnaissent pas, ou en tout cas ne se revendiquent pas toujours de l'économie sociale et solidaire, mais en tout cas qui en sont totalement. Sur la question de l'accès au foncier, ils ont été évoqués, mais il y a évidemment la foncière Terre de Liens qui a aussi qui accompagne tout un mouvement d'initiatives foncières agricoles et citoyennes qui donc permettent vraiment d'acquérir la terre d'acquérir collectivement la terre comme un commun. Il y a d'autres types de sociétés coopératives d'intérêt collectif qui se développent sur les territoires
territoire. On donne l'exemple de la ceinture verte, mais il y en a d'autres, parfois à des échelles très locales. Je pense à la SIC Nord-Nantes, qui est donc, comme son nom l'indique, vraiment localisée sur le nord de Nantes et qui travaille sur l'acquisition foncière de friches et de fonciers morcelés. Enfin voilà. Sur la question de l'accompagnement à l'installation, toujours Terre de Liens, vous aviez la présentation de la SIAP Centre-Val de Loire et peut-être plus globalement, même si Céline l'a évoqué un peu rapidement, des coopératives d'activité et d'emploi qui se spécialisent dans le domaine de l'agriculture, le réseau des ADR, donc dont Bernadette a dit un mot. Peut-être dire aussi un mot de RENETA, qui est le réseau national des espaces tests agricoles, le réseau des AFOG, qui sont les associations de formation collective à la gestion, la FNAB, Fédération nationale d'agriculture biologique, etc., qui d'ailleurs est plutôt organisée en groupes régionaux ou départementaux qui ont des noms variés. Sur les questions de l'emploi inclusif dans le secteur agricole, il y a, que vous connaissez sans doute, les jardins de campagne, donc des jardins maraîchers d'insertion sociale. Mais aussi certaines fermes Emmaüs qui sont spécialisées vraiment dans la production agricole, et puis des GEC, groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Parfois d'ailleurs adossés à un groupement d'employeurs en agriculture. Et puis il y a aussi des CUMA qui sont parfois sous forme de groupements d'employeurs. Des formes collectives de production agricole qui émergent. On a eu l'occasion d'échanger avec de nombreux acteurs sur le sujet, et il y aurait, alors si je dis pas de bêtises, une vingtaine, je crois, de fermes en scope et une trentaine de fermes en SIC actuellement, mais une dynamique en cours avec un certain nombre de freins à dépasser pour l'accès aux aides, la reconnaissance d'agriculteurs exploitants, enfin même si les choses évoluent. Il y a encore des choses à faire bouger, et puis des structures qui se spécialisent dans l'accompagnement de ces espaces de production collective en agriculture. On a intégré les fermes partagées qui sont plutôt implantées en Auvergne-Rhône-Alpes, mais il y a aussi le réseau rare en Bourgogne-Franche-Comté. Enfin voilà, quelques autres structures, des outils d'accompagnement des agriculteurs, donc bien sûr le réseau des CUMA, et puis ateliers paysans, euh, des outils de transformation. Alors il n'y a pas forcément de réseau, mais en tout cas on voit émerger, et puis on aura aussi des illustrations, des outils de transformation des conserveries, légumeries sous forme de SIC, notamment sociétés coopératives d'intérêt collectif, des outils de distribution et de consommation, bien sûr le réseau des AMAP, associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, des épiceries solidaires, des plateformes de distribution aussi souvent sous forme de SIC, sociétés coopératives d'intérêt collectif, les Biocoop, et puis tout un ensemble plutôt d'associations investies dans le champ de l'éducation populaire et de la sensibilisation à l'agriculture et à l'alimentation durable en général. Et puis sur l'aspect plaidoyer, ils ont le pôle impact qui a été évoqué plusieurs fois, qui rassemble un certain nombre de réseaux déjà évoqués. Voilà, j'arrête le partage. Je vois qu'il y a une question dans le chat, excusez-moi, je le regarde. Tout à fait, cette vidéo est enregistrée, on pourra la revoir dans un deuxième temps. Je ne vois pas d'autres questions en ligne. Je ne sais pas si sur place au 108, il y avait des réactions. Non? Eh bien, dans ce cas, je propose de donner maintenant la parole à Bruno Coeur, qui est maire de Boux. Déjà pour nous présenter votre commune et surtout ce que vous avez développé sur votre commune, à la fois, alors bien sûr, prenez le temps de présenter l'action générale, mais à la fois en termes de politique foncière et puis en termes de soutien à une conserverie. Mais je vous laisse nous présenter cela. Bonjour à toutes et tous. Alors, Boux est un petit village rural de 1000 habitants qui a la particularité de faire partie d'Orléans Métropole. Euh, Nous sommes une équipe d'élus dont nous sommes tous sur le premier mandat.
Et dans notre programme en 2020, nous avions un gros volet sur l'environnement et l'agriculture, avec deux axes forts. Un, la préservation de nos terres agricoles, et deux, le développement de la filière bio. Alors, sur la préservation des terres agricoles, la première chose qui a été faite, c'est de supprimer une zone à urbaniser de 4 hectares afin qu'elle reste agricole. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, beaucoup plus gros, lui, c'est que nous avons défini une zone agricole protégée, donc qui protège le statut agricole des parcelles pendant plusieurs décennies, quels que soient les conseils municipaux suivants. Et ça, nous l'avons fait sur l'ensemble de la commune. C'est-à-dire que toutes les parcelles agricoles le resteront. C'était aussi un moyen de protection des terres agricoles, évidemment, mais aussi de faire entrer dans la tête des propriétaires de ces parcelles qu'il fallait arrêter d'attendre une constructibilité future et donc les rendre utiles. Donc ça, c'était le volet préservation des terres, mais c'est le lien avec le développement de la filière bio qui va suivre. Que du coup, nous avons commencé à avoir des propriétaires qui souhaitaient vendre leurs parcelles. Puisqu'elles ne seront plus jamais constructibles, eh bien, je veux m'en débarrasser. Et ben, ça tombe bien parce que la commune avait une politique foncière forte d'acquisition de parcelles agricoles. Alors, pas de n'importe quelle parcelle, hein, des parcelles, un, non louées, deux, convertibles en bio. Donc, depuis 2020, nous en sommes environ à 12 hectares acquis. 12 hectares acquis. À fin 2025, on sera à 12 hectares. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ces hectares? C'est bien joli tout ça, mais euh, le but, c'est effectivement de déployer l'agriculture biologique. Nous avions déjà un maraîcher qui travaillait sur un demi-hectare. Il en a maintenant presque 5, puisque les parcelles que nous avons achetées, les premières au moins, lui ont été louées. Il a maintenant des parcelles de plein champ, alors qu'avant, il n'avait que des serres. Donc ça, c'est le premier point. On a un projet d'installation d'un viticulteur biologique également. Donc là, il y a 3 ou 4 hectares qui vont partir vers cette activité. Donc ça, c'était le premier point sur le développement de la filière bio. Le deuxième, c'était de créer une conserverie sur le village. Alors, créer une conserverie, c'est bien joli. Une fois qu'on a l'idée, une fois qu'on est élu, comment on s'y prend? Donc, le premier point, c'était de se mettre en contact avec le GAP de l'Orléanais, qui, par chance, avait une porteuse de projet qui voulait se lancer exactement sur cette activité-là, qui s'appelle Marie-Pierre Horry. Donc, on s'est mis en contact assez rapidement avec elle et le Gabor. Et puis, nous avons commencé à travailler la définition de son besoin, de son besoin. En parallèle, on a créé une association qui s'appelle ATC 45, Atelier de transformation du Loiret, pour pouvoir aussi commencer à produire, en attendant la conserverie, à produire des bocaux pour éviter le gaspillage également, à petite échelle, au sein d'une ferme partenaire, où on avait un petit local sur quelques jours par semaine, et avec des petits équipements de production. Donc ça a duré de 21 à 24. Je crois qu'en 3 ans, il y a eu 10 000 bocaux produits, un petit 10 000. Parallèlement à cette activité de notre porteuse de projet, nous avons donc construit les plans, fait des ajustements au niveau de notre PLU pour pouvoir construire la conserverie sur notre territoire. Donc ça prend du temps. C'est pour ça que je vous parle de ça, c'est que ça prend du temps, les évolutions de PLU. Et puis ensuite, nous sommes allés à la quête de subventions. Une commune comme vous ne peut pas du tout porter ça toute seule. Donc, subventions auprès de l'État, de l'Europe, du département, de la région. Et une fois qu'on a eu l'assurance d'avoir tout ça, là seulement, on a lancé l'appel d'offres pour construire le bâtiment. Le bâtiment a été construit en 2024. L'activité a commencé
en janvier 2025. Donc aujourd'hui, la porteuse de projet n'est plus seule puisqu'elles sont trois pour gérer cette activité-là. L'association ATC 45 s'est transformée en SIC il y a 2 mois, donc avec des distributeurs, des producteurs, des citoyens, des collectivités. Collectivité, on a réussi à, il n'y a pas que la collectivité de Boux, on a réussi à embarquer 2 communes voisines, Boigny-sur-Bienne et Mardié, qui ont une cantine en régie et qui étaient intéressées pour avoir des approvisionnements ponctuels par la conserverie. Dans cette SIC, il y a aussi des associations caritatives. Il y a aussi une association qui travaille sur la consigne des bocaux, qui s'appelle Consignez-moi. Voilà, et donc ça, c'est en train de prendre forme. Tous les sujets sont à travailler, hein, recherche d'autres producteurs, recherche d'autres distributeurs, animation. Et puis nous avons fait un dossier PTCE. Nous avons été reconnus PTCE depuis début 2025. C'était courant 2024, fin 2024. Nous avons été reconnus PTCE par l'État. Et ce qui nous a permis, quand je vous parlais de 3 postes, d'avoir le financement d'un poste d'animation de ce PTCE parmi les 3 personnes dont je parlais au préalable. Donc l'activité est partie en fanfare. Nous, sur la commune, on a un prestataire privé pour la cantine. Ce qu'on fait, c'est qu'on supprime les compotes non bio qu'ils nous proposent et on met des compotes qui viennent directement de la conserverie, produites 2 semaines avant. Voilà. Pour l'instant, on n'en est que là. On fait en sorte que cette activité fonctionne bien, que tous les groupes de travail d'animation du PTCE avancent sur l'ensemble des sujets. Et puis voilà. Et puis voilà. Donc ça a été très long à mettre en place avec tous les éléments que je vous ai donnés. Maintenant, il faut stabiliser, il faut faire progresser correctement, doucement mais sûrement. Voilà, avec on a tout de suite eu des problèmes de stockage de produits finis, donc c'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'il y a pas mal de bocaux qui sortent. Euh, il y a une dizaine d'agriculteurs biologiques qui fonctionnent avec la conserverie pour l'instant, et d'autres qui vont arriver. Voilà. Donc ce projet de conserverie hein, sur le développement de la filière bio, évidemment, c'est l'aspect financier des choses pour le producteur. Hein. Un produit transformé, c'est un facteur 1 à 5 par rapport à un produit brut, entre 1 à 5 et 1 à 10, selon ce qu'on en fait. Par exemple, notre maraîcher bio, qui fait partie des producteurs qui travaillent avec la conserverie, a aujourd'hui des bocaux sur son étal de tout ordre et de toute nature et de tous légumes. Euh, voilà. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. J'espère avoir été complet. Désolé, il n'y avait pas de diapositive. Je n'ai pas eu le temps. Merci beaucoup. Il n'y a aucun souci pour les diapositives. On vous voit bien, on vous entend bien, donc c'est l'essentiel. Je me permets une petite précision et de vous poser une question, mais surtout les uns les autres, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions, des volontés de rebondir. PTCE, vous l'avez évoqué rapidement, donc pôle territorial de coopération économique, c'est vraiment, j'espère que vous connaissez les uns les autres, mais PTCE, c'est une démarche collective de coopération économique sur un territoire et il s'avère qu'il y a un AMI, appel à manifestation d'intérêt de l'État, qui vient accompagner le développement de certains de ces PTCE. Mais en tout cas, le PTCE, on est bien sur une démarche collective qui peut déborder l'AMI de l'État. Je vois une question mais qui rejoint un peu d'ailleurs pour ce projet, mais aussi précédent. J'imagine que projet, Monsieur Vassal, vous parlez du projet de conserverie. Quels sont, ah non, ou peut-être le témoignage de Monsieur Coeur, quels sont les liens avec les partenaires agricoles, chambres consulaires, syndicats agricoles? Ont-ils Alors, été consultés? alors pas dans le cadre de la conserverie, parce que la recherche de producteurs, c'est la porteuse de projet qui s'en est occupée très clairement. Par contre, nous, on a l'ambition, le vœu d'avoir une commune intégralement bio.
Donc aujourd'hui, nous sommes en contact fort avec Terre de Liens, parce on a encore un exploitant conventionnel qui a 200 hectares sur la commune, hein, c'est la plus grosse surface exploitée, euh, qui parle de partir en retraite sous 1 an, 2 ans. Donc on pensait pas que ça allait être tout de suite. Donc là, on est en marche forcée avec Terre de Liens de façon à choper ces 200 hectares. Parce qu'alors là, on aurait atteint notre objectif ultime de plus avoir d'intrants du tout sur la commune et de valoriser justement le fait qu'on puisse y arriver, qu'on puisse y arriver. C'est un commentaire. Terre de Liens reste une valeur sûre. Je le confirme. Et moi, j'avais une question qui peut-être rejoint celle de Monsieur Vassal ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, vous avez été, même si vous avez bien dit que c'était pas simple de faire évoluer le flux, on l'a bien entendu, mais vous avez quand même parlé de la politique d'acquisition foncière de la commune de Boue de manière assez synthétique. Bien sûr, c'était aussi la demande, mais comme si c'était les choses se faisaient facilement. Peut-être, si vous voulez bien juste nous redire sur quel peut-être acteur, réseau d'acteurs, vous êtes appuyé pour cela, ou s'il y a une démarche particulière qui a été mise en place, et où nous pointer quelques points d'appui, ou enfin voilà, je pense que ça pourrait Alors être. les plus grandes surfaces acquises ont été acquises par des propriétaires qui sont sur la commune, qui habitent sur la commune et qui du coup, avec le processus ZAP, se sont dit, bah moi, je veux me séparer de mes terres agricoles, je veux pas que mes enfants aient à gérer ça en termes d'héritage demain, etc. Voilà, donc ça, c'était un déclic de particulier vers la collectivité. Et puis, nous conventionnons régulièrement sur différents sujets avec la SAFER. Et donc, quand des terres, là, les dernières acquisitions qui sont en cours, c'est la SAFER qui nous les a proposées, puisque la convention lui permet de négocier pour nous. Pas d'être prioritaire, mais pas loin, quand même. Que quand la SAFER négocie pour vous, en général, ça va au bout, et la preuve, ça va aller au bout. Donc là, on a par exemple une parcelle qui fait 2 hectares, et elle va faire partie des parcelles pour notre porteur de projet en viticulture. Donc voilà les deux créneaux d'entrée, hein. C'est des propriétaires qui, du coup, au vu de ce qu'on faisait sur le processus ZAP, sont tournés vers la mairie en voulant se séparer des terres agricoles, du coup, et puis ce qui peut arriver via la SAFER sur des projets, des souhaits de vente de terres sur la commune. Et la rencontre avec les agriculteurs exploitants ou les porteurs de projets, elle s'est fait par quel biais? Alors, avec nos agriculteurs conventionnels actuels, il y a strictement aucun dialogue, hein. On leur a mis même les OFB, l'OFB une fois aux fesses parce que les zones de non-traitement n'étaient pas respectées. Donc, autant vous dire que le dialogue était déjà pas terrible avant, il est complètement rompu maintenant. Donc, c'est pour ça qu'on veut passer par Terre de Liens, parce que nous, dès l'instant où on va entrer dans le jeu de la succession de leur ferme, ça va les bloquer direct. Donc, surtout, on Mm. n'intervient pas, mais par contre, on fait en sorte que il y ait des porteurs qui arrivent. Je pensais vous avez dit qu'il y avait auparavant un maraîcher, maintenant cinq de mémoire. Je Non, pensais non, peut-être. alors, non, il y avait un seul maraîcher avant qui avait uniquement un demi-hectare et qui maintenant on a 4 ou 5, je sais plus Ah, exactement. d'accord. Ok. Maintenant, c'est le même. Autant pour Euh, moi. je, alors, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais on lui loue aussi des caves communales pour produire des champignons, des shiitakes. Mhm. Ok. Oh, pardon, j'ai cru que c'était pas les hectares, c'était le nombre de maraîchers. J'ai confondu, excusez-moi. Ok, ben merci. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions, réactions. Et pareil, hein, monsieur Cœur, restez avec nous. N'hésitez pas à rebondir sur les autres témoignages qui suivent. Oui, On a Emeline? peut-être une intervention. Question peut-être un C'est peu. possible juste de se rapprocher un petit Pardon. peu du micro pour qu'on vous entende Oui, bien. une question peut-être un tout petit peu décalée. Est-ce que vous envisagez, Jean-Christophe Sidois, je travaille pour la ville de Pantin comme chargé de mission pour le développement de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que vous avez un projet pour la restauration scolaire pour aller vers du bio local, ces maisons Alors, autour de nous, personne ne fonctionne en 100% bio. Moi, j'avais visité en Bretagne des groupements de communes qui avaient mis en place du 100% bio, mais avec 15 ou 16 communes, parce que il faut être nombreux
Et ensuite, il faut travailler tous les circuits d'approvisionnement. Nous, on a 100 repas par jour. Autant vous dire que si on est tout seul, on peut pas se lancer là-dedans. Et on peut pas non plus financer. Alors, en termes d'approvisionnement, ce serait très problématique. Et on peut pas financer. Il faudrait au moins 2 postes euh, de cuisine pour faire ça. Donc nous, on a choisi un prestataire qui travaille en local d'un point de vue régional. C'est la société, la cuisine centrale API, qui est à côté à la chaussée Saint-Victor, à côté de Blois, avec laquelle on peut changer des parts de menu. Quand je vous parlais des compotes tout à l'heure, voilà, ben, sur un repas, je ne recommande rien en dessert et je le fournis moi-même. Donc, on va pouvoir le faire aussi sûrement demain avec des légumes, avec des entrées. Voilà, le but, c'est de faire du ponctuel comme ça. Mais sinon, c'est trop compliqué. D'accord. Enfin, tout seul, c'est trop compliqué. Ok, merci. Merci beaucoup. Je repartage mon écran. Le temps file, donc je vais aller assez rapidement, peut-être pas en détail sur 2 fiches, mais je savais que du retour d'expérience de Bruno Coeur, nous aurions voilà, notamment 2 leviers d'action de collectivité qui seraient présentés. Bien sûr, la question de favoriser l'accès au foncier appartenant à la collectivité ou au foncier privé d'ailleurs. Je vous ai mis là à l'écran l'une des 2 fiches, mais on en a réalisé 2. Et puis, soutenir les structures de transformation territorialisées. Par rapport à favoriser l'accès au foncier, des choses ont déjà été partagées et pointées par Monsieur Coeur. La question de la connaissance de son patrimoine foncier et l'intérêt dans ce cadre de s'appuyer sur les SAFER ou des structures de l'ESS comme Terre de Liens. Les deux ont été évoqués pour pouvoir réaliser ce diagnostic avec la possibilité c'est le cas de la commune de Boue, d'avoir des conventions, de négocier une convention spécifique avec la SAFER qui permet aussi de bien préciser le type de foncier recherché et ou de s'appuyer sur l'outil Vivi Foncier. Mettre en réserve des terres et financer le stockage qui permet vraiment parfois de faire le lien ou en tout cas la période tampon entre la transmission, enfin la vente d'un foncier et la mise en place d'un porteur de projet. Que c'est vraiment un temps long aussi pour un porteur de projet de s'installer, d'autant plus quand il est sous forme collective. Donc ça peut vraiment être un moyen pour les collectivités d'agir directement en mettant en réserve et en finançant cette mise en réserve, ce stockage. On a des illustrations dans le guide et merci Benjamin d'avoir partagé le lien. Effectivement, le guide est en ligne et vous avez accès à toutes les fiches, mettre des terres à disposition. Les collectivités ont différentes possibilités de mettre à disposition leur foncier euh, dit du domaine privé via un bail rural avec possibilité de clause environnementale, un prêt à l'usage, un bail de petite parcelle ou encore un bail emphytéotique sans obligation de mise en concurrence. Ce sont des choses qui sont présentées dans le guide et si vous voulez aller plus loin sur les questions juridiques, Benjamin là qui est au 108, Benjamin Guéropinet qui est chargé de mission appui juridique juriste au RTS a également animé une foire aux questions juridiques et vous trouverez voilà, des précisions là-dessus. La FAQ juridique est également en ligne sur le site du RTS. Benjamin, n'hésite pas à mettre aussi ce lien si tu le souhaites dans le chat, acquérir des terres agricoles. Et aussi, un des points, des leviers d'action possibles des collectivités qui est apparu comme un véritable levier et un enjeu, en tout cas pour les porteurs de projets agricoles, c'est la question de l'accès au logement des agriculteurs et donc la possibilité pour les collectivités de favoriser cet accès au logement avec différents montages possibles qui sont présentés. Euh, et puis, sur la question du soutien aux structures de transformation territoriale, je pense que là aussi, le témoignage de Bruno Coeur a pointé quelques éléments qui nous semblent essentiels, mais l'importance de mobiliser les acteurs et de favoriser la coopération sur son territoire. Les collectivités ont vraiment ce levier d'action possible, ce rôle fort d'ensemblier qui est apparu comme essentiel dans nos différents échanges dans le cadre du programme Tresson.
Et puis, elles peuvent également favoriser l'émergence de ces projets en finançant, par exemple, des études de préfiguration. Enfin voilà, en tout cas, je ne sais pas si je rentre là dans le détail, je regarde le temps qui nous reste, je préfère qu'on passe à d'autres illustrations, quitte à y revenir si on en a l'opportunité. Ce que je vous propose pour poursuivre, c'est donner la parole à Vincent Touzeau, alors qui est en ligne avec nous. Vincent, votre micro. Ouais, voilà, Ouais. parfait. Bonjour tout le monde. Alors, je vais dire des choses aussi en réaction à tout ce que j'ai entendu, mais avant ça, donc je vais me présenter. Moi, je suis installé depuis 1996 en polyculture élevage et essentiellement en termes de travail maraîchage bio. Euh, voilà, et on a développé avec mon épouse, donc je vais rendre à César, c'est elle qui fait l'accueil pédagogique, c'est pas moi. Donc voilà, elle a une formation elle a une DUT carrière sociale, elle a une formation d'animatrice professionnelle, ce qui l'aide beaucoup d'ailleurs, ce qui lui sert beaucoup dans l'activité d'accueil. Alors, je vais partir de ce qu'on a fait, puis j'élargirai un peu le champ après. En fait, quand je me suis installé, enfin, je me suis installé en individuel, et puis on a eu dès le début cette idée, à un moment donné, d'ouvrir notre ferme à un public, sous forme d'accueil pédagogique, un peu dans l'esprit de ce qui a été dit tout à l'heure, de rapprocher, de faire se rencontrer des mondes différents que sont le monde rural et le monde citadin, sans les opposer pour autant, et de permettre aussi aux générations futures d'intégrer aussi cette dimension de respect de l'environnement, donc voilà, par l'approche, pas par l'approche environnementale, mais plus par l'approche de découverte de ce que sont les métiers de l'agriculture. Je me rappelle d'un environnementaliste qui m'avait dit le respect passe par l'émerveillement, et donc on travaille là-dessus en faisant par exemple naître des petits poussins devant des enfants, et ben, ça les émerveille et ça porte ses fruits à terme. Donc on sème des graines aussi de ce côté-là. Euh, voilà. L'idée, ouais, c'est vraiment en fait, ce qu'on remarque souvent dans différents projets, c'est qu'il y a un problème de connaissance, de compréhension des fonctionnements des uns et des autres, et du coup, notre démarche, elle s'inscrit dans cette idée-là. Voilà, pour revenir à ce qu'on fait avec l'ADR, hein, juste un petit peu d'histoire. L'ADR, elle est issue en tout cas, elle a été créée par des membres de la Confédération paysanne, qui est un syndicat agricole voilà, qui est un des gros, enfin, c'est pas le plus gros, mais c'est un syndicat agricole qui existe depuis les années 80, qui a défini en gros les grandes lignes de ce qu'est l'agriculture paysanne. L'ADR a été créé par la Confédération paysanne pour mettre en œuvre, en fait, pour être sur la partie développement. La Confédération paysanne, c'est du syndicalisme, de la défense de la profession, euh, alors que l'ADR a fait vraiment du développement agricole. Et dès le début, avec cette envie d'ouvrir aux citoyens, pour justement créer ces ponts entre les citoyens et les agriculteurs. Euh, euh, J'écoutais ce qu'a dit Monsieur Coeur. Je trouve que justement, ce qui a été bien dans leur démarche, c'est qu'ils se sont rapprochés des acteurs du développement agricole pour justement savoir de quoi ils retournent. Euh, il y a bien des cas où il y a des collectivités qui aimeraient bien développer des activités agricoles ou installer des maraîchers, le truc typique pour fournir la cantine. Par expérience, on sait que ça marche pas comme ça. Et d'ailleurs, il l'a bien expliqué, c'est pas possible à cette échelle-là. Et du coup, on ne peut pas attendre ça des collectivités, on ne peut pas leur demander ça. Et il ne faut pas que les collectivités attendent ça non plus du monde agricole. Euh, Là, ce que j'ai trouvé très très bien dans le travail qui a été fait à vous, c'est que c'est un travail de facilitation. Et c'est vraiment de ça dont on a besoin, et plutôt que de promettre des choses. Donc voilà. Euh, Réseau, ça me parle, on travaille avec la FOC et le GAB à la DAR, ça fait partie de nos partenaires évidemment, naturels.
Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Bah, puis ouais, alors, comment l'économie sociale et solidaire, on n'en est pas, c'est pas nos partenaires directs, mais ça fait partie des gens qu'on connaît. Les jardins de cocaïne, c'est souvent des gens avec qui on travaille, qu'on rencontre de toute façon au travers de nos différentes activités. Voilà, concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait sur le terrain? Il y a un gros travail déjà, justement, le lien avec les citoyens nous permet, surtout dans le contexte actuel, de nous faire voir, de nous faire connaître et de rencontrer des gens qui ont un projet, mais à l'état de simple idée parfois. On travaille sur l'émergence, en fait. L'idée, c'est que quelqu'un qui dit, tiens, alors, pour une raison ou l'autre, il récupère, je sais pas, par héritage, 2 hectares de terre. Ou alors, on a pas mal de personnes qui nous contactent, qui ont une carrière de 15-20 ans dans l'enseignement, par exemple, ou autre chose, et qui ont envie parfois de donner du sens à leur vie. Je sais pas que l'enseignement n'ait pas de sens, parce que je crois que c'est hyper utile, mais ou qui se réorientent pour une raison ou l'autre, mais qu'on que ça en fait, qu'on pas de billes, qu'on pas de technique, qu'on pas de, qui connaissent pas le monde agricole pour autant, donc qui se tournent vers nous. Et donc là, on a un dispositif qui s'appelle le DIAPA, qui est ça veut dire de l'idée au projet agricole, qui permet déjà de se tester sur où j'en suis et vers quoi je veux aller. Euh, voilà. Ces diapas, à l'échelle de la région, ça a permis sur les 10 dernières années d'installer environ 70 personnes. Alors donc, on va sur 10 stagiaires, il n'y en a peut-être que 3 qui vont aller s'engager dans les autres formations qu'on propose, sur l'accompagnement à l'installation. Et puis, au final, il y en a peut-être encore moins, mais voilà, on a quand même 70 personnes qui se sont installées et qui sont souvent des personnes, ce que disait Céline tout à l'heure, des personnes qui sont pas issues du milieu agricole. Et en fait, dans le contexte actuel où à l'horizon 2035, il y a à peu près la moitié des paysans qui vont être à la retraite, soit on agrandit les fermes pour continuer de cultiver toutes les terres, soit on installe du monde. Et on a un vivier par cette activité-là, par notre activité, de personnes qui du coup, qui s'intéressent à ce que l'on fait et puis qui s'intéressent à l'agriculture en fait. Et souvent une agriculture qui ressemble à l'agriculture que l'on souhaite développer. Le projet de l'agriculture paysanne, c'est d'installer 1 million de paysans en France, hein. Là on est en train on est en chute libre, hein. Je connais pas les chiffres exacts, mais on doit être aux alentours de 300 000, quelque chose comme ça. Donc et les perspectives sont à la baisse. Pour plein de raisons, pour la dynamique des territoires ruraux, pour la diversité en fait du monde agricole, pour plein de choses qui font que, et puis pour la mise en avant de toutes les valeurs dont a parlé Bernadette, que l'on défend à l'ADR, sur le respect de l'environnement, sur l'emploi, je ne sais plus, la transmissibilité, enfin, etc. Donc ça c'est Peut-être, Monsieur Touzeau, plutôt nous parler, vraiment faire un focus sur des exemples de travail avec les collectivités que vous avez pu avoir du côté de l'ADR. Il me semble que voilà, il y avait peut-être l'idée de partager des points d'appui ou des points d'attention, à la fois du côté de partenariats qui, selon vous, réunissent les conditions pour bien fonctionner, se mettre en marche, en œuvre, et d'autres un peu moins. Je crois qu'il y avait cette idée-là. Alors, concrètement, on est en lien avec les collectivités. Par exemple, on fait l'animation des PAD, des Programmes alimentaires programmes territoriaux. alimentaires territoriaux. Donc, on a cette mission-là de co-organisation, de suivi, je veux dire, pas d'organisation, de suivi avec eux. Euh, Après, on a accompagné avec des collectivités proprement dit. J'ai pas de, on a accompagné des candidats qui se sont installés ou qui ont récupéré des terres par des collectivités. On a l'exemple d'un maraîcher à Chessy, Benjamin Trousselard, qui en fait qui a travaillé, qui s'est rapproché de nous pour comment dire, pour avancer sur son installation. On n'était pas en lien directement avec la collectivité, mais voilà. Après, on est intervenu. Je vous parlais tout à l'heure de la formation Diapa. Elle nous a été commandée par un PAT dans le Giennois, entre autres, justement pour pouvoir
se faire connaître leur permettre de trouver des candidats sur le territoire, en tout cas pour s'installer. Voilà. Après, de, de, d'action concrète avec une collectivité proprement dite sur l'installation de quelqu'un, on l'a pas eu vraiment. On est dans la boucle quand il y a un porteur de projet qui a accès à des terres sur une collectivité ou pas, et du coup, c'est comme ça que ça s'est fait. Mais on- après voilà, si on nous demande, ben, on a aussi une expertise sur le sujet, on est capable de l'apporter, mais comment dire? On n'est pas plus présent auprès des collectivités que des autres, quoi. Enfin, après, je sais pas si dans la préparation de Juliette, vous avez parlé de quelque chose de plus, mais moi là, j'ai rien sous le coude. Eh ben, je vais pas insister. Oui, Juliette me veut parler de deux exemples, mais voilà, c'est pas grave. Ben, l'exemple de Benjamin dont j'ai parlé. Voilà, l'exemple de Benjamin et un autre, il me semble. Et oui, Mais en tout sauf que l'autre, en fait, du coup, je ne le connais pas. eh ben, c'est pas C'est grave. Frédéric Tonnelier, et je crois que mais c'est un projet qui a moins bien marché, en fait, hein. C'est un Tout à truc qui a fait. été, L'idée, c'était justement aussi de peut-être mettre en exergue quelques points d'attention, il me semble, notamment parce que c'était aussi un projet qui, bah, vous l'avez dit, hein, vous avez souligné suite à l'intervention de Monsieur Coeur, l'importance de s'appuyer sur l'écosystème, ouais. ben, de l'accompagnement en agriculture durable et que c'était un réel point d'appui. Peut-être du coup, j'en profite pour partager une fiche qu'on a vraiment dédiée à ce sujet parce que voilà, vous avez parlé du rôle de facilitateur, je parlais tout à l'heure de celui de mise en lien ou d'ensemblier, et c'est vraiment quelque chose qui effectivement ressort très fort des échanges qu'on a eu dans le cadre du programme Trisson, c'est que les collectivités ont cette capacité de mettre en lien autour de la table des acteurs et ont la légitimité, en tout cas, c'est perçu de cette façon-là de la part des différents acteurs, voilà, de rassembler des acteurs qui ne se parlent pas forcément, qui ne se connaissent pas forcément si bien que ça sur les territoires, pour travailler ensemble à des diagnostics partagés du territoire, co-définir, co-identifier ensemble les besoins et élaborer des réponses collectives. Donc, en s'appuyant sur les réseaux, déjà, un enjeu pour les collectivités peut être identifier les acteurs de son territoire qui interviennent en matière d'accompagnement à l'agriculture durable. Donc là, depuis le début de la rencontre, on met en avant un certain nombre de réseaux qui ont été nommés plusieurs fois. Les CRES, Chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, ont aussi ce rôle et la possibilité de vous orienter vers les structures de l'économie sociale et solidaire et les différents réseaux qui ont été cités ou qui interviennent aujourd'hui vers les réseaux de vos territoires qui travaillent sur les sujets. Organiser des rencontres, s'appuyer sur les PAT, programmes alimentaires territoriaux, voire inscrire pleinement dans les PAT une dimension agriculture. On a l'exemple mais il y en a d'autres, je sais, du PAT, en fait du PAAT, du Grand Angoulême ou de Redon Agglomération qui ont vraiment développé un projet agricole et alimentaire de territoire avec, voilà, en reliant, c'est toujours lié, mais en reliant fortement les deux et avec tout un ensemble de programmes d'action co-construits avec les différents réseaux d'acteurs du territoire et puis, ben, coportés puisqu'il y a aussi eu des actions qui ont été confiées à différents réseaux. Je le disais, impulser un diagnostic territorial partagé, développer des ressources d'ingénierie pour le territoire, ça c'est quelque chose auquel on est assez attaché aussi au RTS, c'est-à-dire développer des ressources d'ingénierie soit en interne de la collectivité, soit en tout cas identifier quelles sont les forces vives côté acteurs de l'ESS de son territoire pour en capacité d'identifier les enjeux, de les repérer, de les faire connaître, de les partager avec différentes structures et de pas systématiquement faire appel à des structures ou consultants extérieurs au territoire. Donc c'est vraiment la capacité à s'appuyer sur les ressources du territoire et puis bah voilà faciliter les coopérations et servir de tiers de confiance entre une diversité d'acteurs, c'est parfois essentiel sur ces questions d'agriculture qui peuvent être parfois un peu sensibles sur les territoires avec différentes conceptions, et je mets un S, de l'agriculture qui peuvent se côtoyer.
Je ne vois pas d'autres questions-réactions. Je propose de donner maintenant, du coup, redonner la parole Ah, pardon, Vincent? Ouais, bah, enfin, oui, je voulais rajouter un petit truc par rapport à mais ça a été plus ou moins dit dans ce que vous venez de redire, mais c'est important en tout cas pour les collectivités qu'on soit pas sur un fonctionnement descendant, c'est-à-dire qu'une collectivité qui dit je vais installer un agriculteur, ça suffit pas et faut bien enfin souvent on est confronté à ça, on a eu des cas comme ça où en fait les personnes qui souhaitaient s'installer avec une collectivité, alors il y a un premier frein, des fois, où, en tout cas, une chose à laquelle il faut penser, qui est le temps administratif, le temps d'une collectivité, c'est pas toujours le temps du porteur de projet. Et c'est vrai que il y a ça qui est à prendre en compte quand même. Et puis surtout, de garder en tête que quelqu'un qui veut s'installer, souvent c'est pour être indépendant, et que on a des fois où on a rencontré des communes qui voulaient installer quelqu'un pour qu'il fasse telle ou telle production, pour les commercialiser à tel ou tel endroit. Faut savoir qu'à partir, enfin, faut savoir, vous savez certainement, mais c'est vrai qu'il faut intégrer quand même que quand une personne dispose d'un bail agricole, même environnemental, il a les coûts il a de fait les coûts des franges pour produire ce qu'il veut, le commercialiser comme il veut. Je reviens sur la notion de facilitant. Et pour ça, une fois de plus, la rencontre et l'interconnaissance des différents métiers, elle est très importante pour que ça fonctionne. Et c'est tout. Ouais, tout à fait. Merci pour ce complément. Céline, je vous redonne la parole pour notamment nous parler du partenariat et de l'appui de la région Centre-Val de Loire dans l'élaboration, voire la préfiguration de votre formation stage paysan créatif dont vous avez commencé à nous parler tout à l'heure. Voilà, oui. Donc, euh, donc oui, la SIAP a été très soutenue depuis l'étude de faisabilité et encore jusqu'à aujourd'hui par la région Centre. On a eu, moi je dirais qu'aujourd'hui on a encore beaucoup de chance parce que c'est pas le cas partout. Il y a eu tout d'abord une phase d'étude de faisabilité qui a duré 2 ans, qui a été portée donc financièrement par l'ARDEAR, mais grâce à un financement de la région, qui est donc le programme européen de l'innovation, pour lequel nous n'étions pas vraiment dans les clous. La région nous l'avait dit, mais nous a orientés là-dessus. En fait, ça fait très longtemps que le réseau Impact était financé par le conseil régional via le service agriculture. Et ils avaient une assez fine connaissance de ce qu'on faisait et de la valeur ajoutée par rapport au parcours classique du monde agricole. Donc, ils nous ont orientés vers ce financement-là, qui nous a permis à la fois de financer l'étude de faisabilité de la SIAP, mais également de tester la formation qui s'appelait et qui s'appelle encore aujourd'hui le stage paysan créatif, mais dont la certification s'appelle Entreprendre en agriculture paysanne. Euh, donc ça a duré jusqu'en 2018. C'est-à-dire qu'on a pu tester, élaborer cette formation, faire travailler tous les acteurs qui y interviennent, puis la tester jusqu'en 2019, où là, la région nous a orientés. Du coup, nous ont dit, bon, le service agricole nous a dit, c'est plus nous, la formation, nous, on peut pas. Donc, allez voir le service formation. Ils nous ont ouvert la porte avec le soutien et les forts enjeux de renouvellement des générations agricoles, etc. Donc, on a pu répondre pour la première fois à un marché public en 2019, puis en 2020, puis de nouveau l'année dernière, ce qui nous permet d'avoir des financements de cette formation sur du moyen long terme, puisque les appels à projets, enfin les appels d'offres, pardon, sur la formation professionnelle, c'est entre 3 et 5 ans, c'est plutôt sécurisant pour nous. C'est pas très bien payé, mais au moins on est sûr qu'on a ça. Euh, et ça a été notre première expérience de marché public. Suite à ça, euh, alors depuis le début, nous avons également eu là en bas une convention de financement spécifique au CAE. La région est très motrice quand même sur les modèles d'entrepreneuriat, en tout cas alternatifs type coopérative d'activité et d'emploi, et a mis en place des conventions de financement spécifiques pour les CAE. Nous sommes non, 4 pardon, à en bénéficier en région Centre. C'est des conventions qui ont pour
objectif de nous permettre de faire vivre notre vie coopérative et de tester, en tout cas d'innover, on va dire, socialement et en termes de gouvernance au sein de nos coopératives, donc de prendre le temps de le faire, mais également de travailler entre nous. Donc, il y a 4 CAE en région centre. Il y a l'agriculture, c'est nous, mais il y a également les milieux de l'art et du numérique avec Artefax, le milieu du bâtiment avec Novabat et une CAE généraliste qui s'appelle Odyssée Création. Il y a également Odyssée du voyage maintenant, qui est la seule CAE sur le voyage en France. Donc ça nous a donné aussi des habitudes de travail entre nous, puisque on avait des problématiques qui sont très spécifiques aux couveuses et aux CAE, et ça nous... Voilà, aujourd'hui on a des habitudes, on se voit d'ailleurs demain, on se voit quasiment tous les 2 mois pour travailler sur différentes thématiques et rencontrer des partenaires que j'aurais pas forcément rencontrés moi spontanément étant toute seule en CAE agricole. Bref, ce financement se poursuit jusqu'à la fin de la mandature et est assez conséquent, donc nous permet quand même de financer une bonne partie de mon poste de direction et du temps de gouvernance du coup, qui est jamais financé par les financements publics. Et donc ça c'est depuis aussi 2018 et en 2020 et on a accédé à un autre marché qui est le marché qui s'appelle le Pass Création, qui finance notamment les CCI. Donc ça, c'est un financement spécifique au monde de l'ESS via le service du développement économique de la région. Et donc nous, on est la 5e branche, donc la partie lancement d'activité plutôt. Donc ça va depuis l'émergence BGE, en passant par les financeurs France Active, etc., jusqu'à nous. Et là, on peut financer l'accompagnement des personnes en test d'activité. Donc ça a plein d'avantages. Enfin, ça aussi, ça fait qu'on a une certaine reconnaissance. On est reconnu en tout cas comme un acteur important, les CAE en région centre, les CAE et je dirais même le réseau Impact, hein. On est globalement très soutenu et on continue à l'être malgré le resserrement des politiques publiques. Euh, Après, ça nous rend très fragile aux élections, évidemment, dans 2 ans. On ne sait pas trop ce qu'on va devenir. Mais également, le petit point de vigilance à tout ça, c'est que bon, la région nous envoie vers les portes qu'on peut pousser pour maintenir notre activité. La difficulté que nous, on va rencontrer dans ce monde-là, c'est qu'on continue à être financé malgré tout, en très grande partie à l'action. Et les actions sont financées bien souvent, sauf sur les marchés, et c'est là un peu notre force, mais à 50 ou 80%. Donc, il faut trouver du cofinancement qui souvent n'existe pas. Donc, on fait des montages alambiqués. Enfin bref, la vie du monde associatif et de l'ESS en général. Mais également, là, le fait de répondre à des marchés et en plus d'être dans le monde de la formation professionnelle, on s'est rendu compte qu'aussi, bah, malgré tout, on était souvent des petites équipes et que nos métiers sont plutôt des métiers de terrain. Parce que c'est ça qui est financé, on a peu de fonctions support. Et quand on nous emmène sur ce type de financement, certes, parfois rassurant et solide, on a des épaules un peu fragiles et en tout cas des équipes trop petites pour aller sur ce genre de choses. Et ça pose un tas de questions en termes de compétences et de ressources humaines. Voilà, c'était un petit peu le message quand même. La formation pro, oui, mais attention aux conséquences pour les équipes, quoi. Oui. Bah, merci beaucoup, Céline, pour le partage, ce retour d'expérience très concret aussi sur le partenariat de long terme, hein, avec la région Centre-Val de Loire. Ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, dans ce retour d'expérience, plusieurs leviers d'action de collectivités qui ont été mis en évidence. Je voulais vous partager une des fiches qu'on a consacrées au sujet du soutien à l'emploi et la formation. J'y reviendrai peut-être après, mais Céline, vous avez aussi commencé par parler des financements aussi, enfin de l'identification et de l'orientation vers des financements ben, voilà, qui peuvent permettre de financer ces projets. Et je pense que là aussi, c'est un levier d'action des collectivités. Vous avez parlé de la mobilisation du programme européen d'investissement, le PEI Agri, qui vient de fonds FEADER. Les régions, plus globalement, en tant qu'autorité de gestion, ont vraiment aussi la possibilité d'orienter, en tout cas de faciliter l'accès des fonds structurels européens à ce
déjà de reconnaître les rôles de ces structures de l'ESS en matière d'agriculture durable, de travail sur l'environnement, la santé, les paysages, mais aussi sur l'accompagnement à la création et d'orienter vers ces types de financement. Vous avez aussi parlé dans le cadre de la formation pour les régions, de mobiliser la commande publique responsable et de tout le travail autour de la commande publique, de sensibilisation, voire d'accompagnement des structures et de leur capacité à répondre au marché, et puis voilà, de reconnaissance du travail de ces structures aussi, comme les vôtres, en matière d'accompagnement et de formation. Sur le soutien à l'emploi et la formation, vous avez dit beaucoup de choses euh, à travers votre exemple. La possibilité aussi de reconnaître ce type de parcours de formation. Vous l'avez dit, alors en région centre, ça n'est pas encore le cas, mais voilà, il y a aussi certaines régions qui reconnaissent les parcours de formation type stage paysan créatif dans la, comment dire, l'accès à la DJA. Merci, j'ai un trou, Non, c'est ça. Dotation jeune agriculteur. dotation, merci, dotation jeune agriculteur, excusez-moi. Donc là aussi, il y a vraiment une possibilité de levier d'action important. Alors là, on l'a pas évoqué aujourd'hui, mais aussi la question d'accompagner, de reconnaître et d'accompagner l'insertion des personnes éloignées de l'emploi dans le secteur agricole, avec voilà, là aussi des leviers d'action du côté des départements, mais aussi des intercos. La, L'accompagnement et l'aide à la création d'espaces tests agricoles, même si on a eu quelques point d'attention évoqué par Vincent, mais en tout cas, voilà, si ça répond à des besoins en lien et en travail avec les réseaux d'acteurs, voilà, la possibilité de créer des espaces tests agricoles et puis soutenir de façon plus générale les formes collectives d'emploi agricole, comme c'est le cas de la région et du soutien au CAE que vous avez évoqué. Je ne sais pas s'il y a des réactions en salle côté 108, en tout cas, je ne vois pas, sinon dans le chat de messages. Non, non, vas-y. Pardon, Benjamin? Non. Bon, en tout cas, merci beaucoup à toutes et tous pour votre participation, vos témoignages et les illustrations. Benjamin a déjà partagé le lien vers le guide, le lien vers la foire aux questions juridiques. Je viens de vous mettre dans le chat le lien vers l'ensemble des ressources du projet Tresson, parce que là, on a fait aujourd'hui un focus sur le guide pour faciliter l'installation de l'agriculture durable avec l'économie sociale et solidaire et les leviers d'action des collectivités territoriales, mais il y a aussi une mise à jour des chiffres clés sur l'ESS en territoires ruraux qui a été réalisée par l'Observatoire national de l'ESS de SS France. Il y a une production sur les parcours d'accompagnement des porteurs de projets en agriculture durable et ces fameux ponts complémentarité entre les structures d'accompagnement de l'ESS et les structures d'accompagnement de l'agriculture durable, même si voilà, en tout cas les ponts possibles et complémentarités avec le regard aussi de porteurs de projets directement. Une autre publication sur les formes juridiques de l'économie sociale et solidaire et la façon dont elles peuvent être mobilisées, soit pour produire, exploiter, soit pour favoriser l'emploi salarié agricole. Et voilà, il me semble. Et puis, tout un ensemble de liens vers la foire aux questions juridiques, vers des initiatives dénichées pour vous, et puis vers la newsletter Tresson, à laquelle on vous invite à vous inscrire, même si là, pour l'instant, le programme Tresson touche à sa fin. On espère bien qu'il y ait des suites, et puis surtout, on va continuer à alimenter des retours d'expérience de terrain, cette newsletter. Voilà, un grand merci à toutes et tous, et puis bonne fin de journée pour ceux qui sont en ligne, et à plus tard ou demain pour ceux qui sont à Orléans.
Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à vous. Au revoir à tous et toutes. Merci. Merci, Au revoir au tout le revoir. monde.